Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Politique. Je reçois ce soir et pour la première fois dans cette émission une femme sénatrice. Elle est sénatrice depuis 2014, on va revenir avec elle sur les dernières élections sénatoriales de septembre dernier et puis sur la place des femmes en politique et notamment des femmes au Sénat. Anne-Catherine Loisier est sénatrice de la Côte d'Or, c'est la 50e invitée de cette émission. Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio. Bonsoir Anne-Catherine Loisier. Bonsoir. Alors, est-ce que le Sénat se féminise ? Oui, à chaque renouvellement, puisque le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans, donc à chaque renouvellement, on voit arriver de plus en plus de femmes. Et aujourd'hui, je crois que nous devons être à peu près entre 105 et 110. Je dis à peu près parce que, en fait, j'ai un certain nombre de collègues, vous savez, qui ont démissionné par rapport au cumul sur les mandats. Donc, le chiffre n'est pas tout à fait calé. Je crois qu'on est entre... Il y a eu 110 femmes élues, juste après les élections. Et par la suite, en fonction des démissions, on doit être entre 100 et 110. Première femme sénatrice dans cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir, Anne-Catherine Loisier. Vous êtes née à Cayenne, en Guyane. Ouais. On s'est demandé en préparant cette émission si vous aviez un père militaire. Oui, c'est cela. Un papa gendarme. Voilà. Vous êtes resté longtemps en Guyane ? Non, quelques années. J'ai vécu mes premières années. Mais je pense que comme on dit souvent, en fait, les premières années de l'existence marquent. Et moi, le fait de vivre mes premières années au milieu de la forêt amazonienne a dû me forger mon destin. Vous avez fait Sciences Po Lyon. Et puis très rapidement, vous avez commencé une longue carrière et riche carrière politique. Rapidement, conseillère générale de la Côte d'Or à 25 ans. Pourquoi aussi jeune vous vous êtes lancée en politique ? Il se trouvait que cette année, 94, il y avait des élections au Conseil général et je me suis dit, tiens, tentons l'expérience, mais vraiment sans aucun... Enfin, je n'imaginais pas que ça marcherait. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, et depuis ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, loin de là. Conseil régional de 98 à 2010, vous aviez 29 ans, encore une fois, c'est très jeune. Maire de Saulieu, parlez-nous de ce mandat de maire, souvent l'un des mandats préférés des élus. Oui, parce qu'on est véritablement en lien quotidien avec la population. Et puis quand on se lance dans une municipalité, c'est avec un projet pour ses habitants, pour son territoire. On a à cœur de les réaliser, voilà, on a 6 ans. Donc c'est un mandat qui est vraiment, je dirais, opérationnel. On est sur le terrain, on agit au quotidien, on est près des gens. Donc on a vraiment le sentiment d'être utile et d'apporter quelque chose. Maire de Saulieu, présidente de la communauté de communes. Est-ce qu'on peut prendre 1 minute pour parler de Saulieu, cette belle ville du Morvan ? Vous avez apporté quoi à la commune ? Alors, notre souhait dans mon équipe, c'était de moderniser cette petite ville, parce qu'on a beaucoup de petites bourgades rurales qui sont faites des petits trésors avec une architecture, une histoire, une économie aussi à Saulieu. C'est le sapin de Noël, c'est la gastronomie, c'est tous ces produits de terroir. Et aujourd'hui, c'est aussi la filière bois. Donc toute une économie qui ne demande qu'à être mise en valeur, qu'à être développée pour créer de l'emploi et une dynamique locale. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, je pense, de nos territoires ruraux, c'est d'avoir des élus qui s'impliquent et qui réactivent la machine et qui sortent un peu ces territoires, parfois de leur endormissement. Et donc c'était vraiment pour moi un mandat important que j'ai quitté avec beaucoup de regrets, mais bon, il faut aussi savoir tourner des pages. À cause de cette fameuse loi sur le non-cumul des mandats, vous en pensez quoi sur le fond, du fait d'avoir à choisir ? Franchement, je pense que la fonction de parlementaire va perdre en acuité, en efficacité, si elle est déconnectée, totalement déconnectée des exécutifs. Il faut revenir sur cette loi ? Personnellement, je pense qu'il faudrait permettre aux parlementaires de garder un mandat d'exécutif. Alors pas forcément dans des départements ou des régions, on peut être président de région, de département, c'est pas compatible. Mais comme souvent en France, on est passé du tout était permis, où on pouvait être maire d'une très grande ville, voilà, plusieurs centaines de milliers d'habitants, et en même temps parlementaire. Là, effectivement, ou président de département, de région. Plus rien n'est permis, vous ne pouvez même plus être maire d'une commune de 2500 habitants. Voilà. Donc je pense qu'entre les deux, il y a un bon équilibre, un juste équilibre qui permettrait à la fonction parlementaire de garder son efficacité.
Et puis sénatrice donc depuis 2014. Alors on va expliquer comment fonctionne le Sénat pour celles et ceux dont les cours sont un petit peu loin. Puisqu'en fait vous êtes élu depuis 2014, mais les dernières élections sénatoriales datent de septembre dernier. On explique rapidement pourquoi. En fait, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le mandat d'un sénateur, c'est 6 ans. Et tous les 3 ans, on renouvelle la moitié qui a été élue les 6 années, il y a 6 ans. Voilà. Petite pause dans cette émission avec le quiz BFC Politique. Vous en connaissez le principe, Anne-Catherine Loisier. Une passion dans la vie. Ma passion, c'est le cheval. Enfin, je dirais, j'en ai 2. Moi, c'est le cheval et la forêt. Ça a toujours été... On y revient juste après ce quiz. Un mentor en politique, quelqu'un qui vous a mis le pied à l'étrier. J'ai pas vraiment eu... je suis un peu tombée dans la marmite toute seule, quoi. Donc non, je n'ai pas de mentor en politique. C'est parfois peut-être pas plus mal. C'est plus difficile, forcément, quand on n'est pas sous le parapluie de quelqu'un, mais en même temps, on est plus libre. Une personnalité d'une conviction politique différente à la vôtre, mais avec laquelle vous auriez des affinités. Alors là, il y en aurait beaucoup. Je dirais pas une personnalité qui me viendrait spontanément à l'esprit, mais... il y en a beaucoup, qu'elles soient d'ailleurs de gauche comme de droite. Je pourrais difficilement vous citer des noms, mais il y en a beaucoup. Je ne suis pas sectaire en matière d'idées ou de concepts politiques. Vous avez une personnalité qui passe bien avec beaucoup de personnes? Moi, je m'entends avec les gens sur les idées, sur l'action, sur les projets. C'est vrai que je ne regarde pas forcément l'étiquette. D'ailleurs, moi, personnellement, je n'ai pas d'étiquette politique, enfin je n'ai pas de carte de parti politique. J'ai une philosophie qui est plutôt à droite, donc je suis rattachée administrativement, attention c'est assez compliqué, au groupe UDI-UC au Sénat, mais c'est pour le I, c'est pour le indépendant. Voilà. Le meilleur souvenir que vous ayez en politique? Alors très honnêtement, mon élection au sénatorial, c'était un beau moment, un grand moment, parce que je ne m'y attendais pas. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, que je dois être la première femme élue au poste de sénatrice en Côte d'Or, hein, puisque ma collègue précédemment était suppléante en fait. Donc ça, c'était vraiment un grand moment, je dirais juste après quand même mon élection à la mairie de Saulieu. Et puis alors votre objectif, un rêve que vous souhaiteriez voir réalisé pendant votre mandat au Sénat? Alors, mon objectif au Sénat, c'est vraiment de porter la force, l'énergie et le potentiel des territoires ruraux. Parce que j'observe aujourd'hui que la France vit une période de recentralisation. Pendant les années de décentralisation, nos territoires ruraux se sont développés, on a développé des services, des potentialités, des économies dans nos territoires. Et aujourd'hui, sous prétexte que nous vivons une crise budgétaire, qu'il faut faire des économies, eh ben, on ferme les robinets dans les territoires. Et ce qui se passe est dramatique, on se coupe d'un potentiel énorme, on néglige toute une population. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de porter la parole de ces territoires ruraux qui sont non pas une charge ou un boulet pour la France, mais qui sont un potentiel de développement et d'attractivité. Parmi vos 2 combats, vous l'avez dit à l'instant, le cheval et la forêt. Pourquoi ces 2 sujets? Alors ça fait partie des passions. Hein. Je sais pourquoi on est passionné de telle et telle chose, je ne sais pas. Moi, je suis, comme je le disais, je suis quelqu'un qui est empreinte de nature. J'ai besoin, c'est pour ça aussi mon attachement aux territoires ruraux. Donc le cheval, c'est aussi un symbole de liberté. C'est une belle école, l'équitation, une école de patience, d'observation, de pugnacité, en même temps d'humilité. Il faut observer l'animal, il faut s'adapter. Voilà. Je trouve que c'est une très belle école, l'équitation et la pratique du cheval. Bon. Et puis en plus, comme on peut pratiquer en forêt, donc pour moi c'est l'idéal. Et la forêt en plus, d'ailleurs comme la filière cheval, représente, pour revenir à mon premier propos, un vrai potentiel économique sous-exploité aujourd'hui, pareil, également dans nos territoires ruraux. Hein. La filière cheval, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. Hein. C'est énorme, on ne s'en rend pas toujours compte. Et la filière forêt-bois dans notre territoire, qu'est la Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi une énorme possibilité d'emploi à développer. Le bois, c'est le matériau du futur, on n'en connaît pas encore tous les usages. Donc voilà, ce sont en plus des secteurs et des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'innovation, de recherche et dans lesquels ils ont besoin d'élus mobilisés qui les soutiennent. Parce que ce sont quand même des secteurs qui sont un peu, où il n'y a pas beaucoup de lobbying, on n'en parle pas souvent.
D'ailleurs, je vous invite à faire une émission sur la filière bois en termes d'entreprise. On a de belles entreprises de cette filière dans nos territoires. Evelyne, il faudra penser à inviter sur le Talk BFC Business. Comment concrètement un élu peut agir justement là-dessus au Sénat ? Alors moi, je me suis engagée donc sur des commissions qui sont en rapport avec ces sujets. Donc je suis vice-présidente de la commission des affaires économiques. J'étais présidente du groupe Cheval qui doit être renouvelé et puis vice-présidente du groupe Forêt. Donc dans ce cadre-là, on a un échange permanent avec les professionnels. Aujourd'hui, il y a de grands sujets sur les filières que sont la TVA ou la privatisation. Vous savez, le gouvernement souhaite privatiser un certain nombre d'établissements, notamment la Française des Jeux. Donc on est vraiment sur des sujets d'actualité. Là, dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances, il y a des amendements à faire passer sur ces sujets-là, mais aussi par exemple sur la filière, pour abonder le fonds stratégique de la filière bois, pour permettre le renouvellement des forêts, le reboisement. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission, le temps passe très vite. Un petit mot sur le microcosme politique. Bien qu'indépendante, votre cœur penche à droite. Vous avez forcément une analyse de la situation à droite. Cette guerre des égos qui dure, sur Dijon, sur la Côte d'Or, vous en pensez quoi? Comment vous l'analysez et comment vous vous situez au milieu de cet échiquier? Je vais peut-être être un peu directe, mais je pense qu'on est dans une fin de cycle. Voilà. Qu'on est avec des gens qui ont connu un système dans lequel ils ont pris toute leur part importante, mais qu'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec les dernières échéances nationales ou législatives, les citoyens aspirent à d'autres rapports avec le politique et aspirent à une autre forme de politique qui n'est pas forcément dans le clivage, mais qui est plutôt dans la recherche de la meilleure action possible, tout en gardant son identité. Voilà, parce que là, je ne pense pas qu'il y ait ni gauche ni droite, je pense qu'il y a une vision qui est de gauche, il y a une vision qui est plus... Mais on peut s'entendre sur un tas de choses. Moi, enfin, le groupe UDIC au Sénat vote très, très régulièrement des projets qui peuvent venir d'avant ou de l'autre côté. Donc voilà, je pense qu'on est dans un changement de cycle et que forcément c'est un petit peu dur, mais il faut que les nouvelles générations prennent la main. Alors ça demande beaucoup de courage, aussi de la manière, pour que ça se passe dans le respect des uns et des autres. Mais à mon avis, c'est absolument nécessaire si la Côte d'Or, la Bourgogne-Franche-Comté veulent passer le cap des années à venir. Il y a de véritables enjeux dans nos territoires et il faut des politiques fortes mais collégiales. Dernière question. En juillet dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement qui prévoit l'inéligibilité des élus condamnés pour harcèlement sexuel. Ça existe en politique ? Vraisemblablement, oui. Moi, j'avoue que moi, personnellement, j'ai le bonheur de ne pas avoir subi ce genre de pas de comportement. Pas de phrases déplacées. Mais si, mais enfin, alors je ne sais pas, après où on place la barre du harcèlement, quoi. Moi, personnellement, je suis assez détachée de tout ça. Je ne me suis jamais sentie agressée. Voilà. Mais oui, c'est sûr que j'en vois des comportements autour de moi. Et je pense que surtout quand il y a une position hiérarchique. Vous voyez, moi, comme je n'ai pas de position hiérarchique, mais quand il y a un chef et quelqu'un qui obéit aux ordres du chef, il y a forcément une espèce de domination qui parfois peut se traduire visiblement par des écarts. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les mois et les années qui viennent ? De la réussite par rapport à notre ambition, je dirais, parce que je la partage vraiment avec tous mes collègues sénateurs, notre ambition pour nos territoires ruraux, plein de richesses, d'énergie et de volonté. Voilà. Anne-Catherine Loisier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un talk BFC Business, puis retour du talk BFC Politique dans 15 jours. Très belle soirée à tous. C'était le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.